Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Voici ce qu'écrivait la philosophe Hannah Arendt lorsqu'elle suivait les procès de la barbarie nazie pour un journal américain. Le mal est accompli par des gens qui n'ont aucune conviction, qui n'ont pas d'intention démoniaque. Ce sont des gens qui refusent d'être humains. C'est ce que j'ai appelé la banalité du mal. Ces mots résonnent avec cette forme de terrorisme islamiste individuel qui frappe la France et avec cette analyse que l'on entend aussi dans les rangs de votre parti, la France Insoumise. Ceux qui passent à l'acte seraient aussi des victimes de leurs conditions sociales dégradées, des damnés de la terre. Dans ce contexte, vous êtes la cible du gouvernement qui vous accuse d'être ambigu avec l'islamisme et avec la République. L'attaque est forte. Alors vous allez nous dire ce que vous en pensez et clarifier votre vision de la France, alors que vous vous préparez, vous prônez une démarche de responsabilité pour exercer un jour le pouvoir. Gérer le réel, c'est ce que fait aussi le gouvernement avec cette pandémie mondiale qui a pris le contrôle du quinquennat, de la société promise à la bienveillance. On est maintenant dans une société de défiance et de distance entre les individus, entre les générations, pour ralentir la circulation du virus. La France est donc reconfinée, les hôpitaux submergés, l'économie à bout de souffle, sauvée à coups de milliards d'argent public. Dans ces conditions, comment s'opposer avec efficacité et utilité? Pour ce grand rendez-vous, je salue Cécile Cornudet des Échos, Yohann Usaï de CNews, et on écoute tout d'abord Bruno Le Maire sur la situation économique. Le soutien économique de l'État sera encore plus fort que lors du premier confinement. Tout simplement parce que les entreprises ont été fragilisées par la première vague, fragilisées par le climat d'incertitude, et qu'elles ont besoin de notre soutien total. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. C'est précisément pour tenter de préserver un peu l'économie que le gouvernement a multiplié les dérogations. Résultat, il y a beaucoup de monde dans la rue. On est loin du sentiment réel de confinement du mois de mars dernier. Alors est-ce que vous respectez scrupuleusement les consignes du gouvernement? Est-ce que vous respectez ce confinement? Évidemment, nous respectons la discipline sanitaire. Je pense qu'il faut bien voir une chose. C'est qu'au vu on peut dire des demi-mesures prises par le gouvernement, parce que vous l'avez dit vous-même, c'est un confinement qui est somme toute assez partiel. Je crains que, alors que le gouvernement ne cesse de nous répéter qu'il cherche à trouver un équilibre entre la santé et l'économie, je crains que, compte tenu de l'état de circulation de l'épidémie, avec des mesures qui seraient finalement au milieu du gué, on risque d'avoir et les problèmes de santé et les problèmes d'économie. Ça veut dire quoi? Vous auriez voulu que l'école soit fermée, vous auriez voulu que tous les commerces soient fermés, il fallait être plus strict pour préserver la santé? Alors, d'abord, si vous le voulez bien, avant de parler de la situation à l'instant T, il faut voir de quoi elle résulte. C'est important. Parce que il y a bien sûr la circulation du virus, mais il y a la circulation du virus conjuguée à des décisions politiques qui ont été prises ou parfois qui n'ont pas été prises. Et ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que notre Premier ministre, Monsieur Jean Castex, qui était, avant d'être Premier ministre, Monsieur Déconfinement, est en échec sur le déconfinement. Le déconfinement a été un échec. Sinon, nous n'en serions pas rendus à ce niveau de circulation de l'épidémie. La bonne politique, celle qu'il aurait fallu, et sans doute est-il trop tard, mais je me permets de le dire pour expliquer pourquoi on en est rendu à cette situation. Oui, voilà, mais j'y viens, mais d'abord il faut comprendre pourquoi on en est là, sinon c'est trop facile. Parce que je pourrais dire que si nous avions été aux affaires, sans doute, peut-être, nous n'en serions pas rendus à cette situation. Quand on nous a défini la bonne politique, et je pense qu'elle est la bonne, celle de tester massivement, de tracer et d'isoler. On a bien vu qu'on a mis beaucoup de temps à avoir des délais raisonnables pour les tests, que la politique en matière de traçage a été un véritable fiasco avec une application qui ne fonctionnait pas, que même le gouvernement ne téléchargeait pas, une politique en matière d'isolement aussi, où on devait déployer les grands moyens. Il aurait fallu, comme nous l'avions appelé de nos voeux, à l'aube du déconfinement, nous disions s'il y a une deuxième vague, il va falloir planifier, s'y préparer au cas où. Cette planification n'a pas eu lieu, d'une part. Et deuxième chose, il faut quand même le dire aussi, nous subissons l'effet de la politique désastreuse qui a eu lieu à l'hôpital public depuis des années. Alors il y a des décisions qui précédaient M. Macron. 100 000 lits ont été fermés à l'hôpital en 20 ans. Et Emmanuel Macron, lui, en a fermé 7 400 en 2018 on va y et venir, 2019. mais l'effet surprise, Adrien Quatennens, parce qu'au fond, on voit bien aussi que le gouvernement dit on a été surpris par la virulence de cette deuxième vague. C'est le cas également dans d'autres pays. On va bien sûr se concentrer sur notre situation, mais il faut savoir aussi, on le voit, nos voisins également reconfinent, subissent une vague très forte. Il y a eu également des comportements collectifs. Est-ce que c'est uniquement la faute des pouvoirs publics? Non, ou Mickaël Darmon, je crois avoir été précis. Il y a la circulation de l'épidémie, mais il y a aussi des décisions politiques qui ont péché, il faut le dire, en réalité. Je pense que si une autre politique avait été menée depuis le mois de mai, enfin, c'est M. Macron lui-même qui, au mois de juillet,
nous avait dit à toutes et tous, en cas de seconde vague, nous serons prêts. On voit bien que ça n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, que se passe-t-il ? Ils essayent de rechercher un équilibre entre la santé et l'économie, sauf que, manque de peau, sans doute l'épidémie a déjà trop circulé. Et moi, je vous le dis, ce qui s'est produit jeudi, la décision qui a été prise, enfin le vote qui nous a été demandé à l'Assemblée nationale, c'est un vote en quelque sorte de confiance au gouvernement, car on nous sort un plan, qui vient d'ailleurs du Conseil de défense, on pourra en reparler, mais une instance qui n'est pas démocratique, qui est un espèce de conseil des ministres bis, au bon vouloir du président de la République, qui d'ailleurs il convoque à toutes les sauces, et on a en quelque sorte un vote de confiance qui nous est demandé sans qu'on ait la moindre prise sur ce qu'il est possible de faire. Vous savez, Mickaël Darmon, lors de la première vague, notre manière de fonctionner, vous avez parlé de l'opposition, comment on s'oppose dans une crise sanitaire, ça a été d'abord de beaucoup proposer. Lors de la première vague, nous nous sommes dit, nous allons agir comme si nous étions en situation de gouverner. Nous avons fait 11 propositions de loi, 5 plans complets, 4 guides, tout a été balayé. Du coup, on a quand même besoin de comprendre aujourd'hui. Admettons qu'il y ait eu un retard à l'allumage, mais aujourd'hui, on fait quoi pour les librairies, par exemple ? Alors, d'abord, je vais vous dire, Cécile Canludet, moi je pense qu'aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle nous avons voté contre à l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas en mesure de juger de l'efficacité des mesures qui ont été annoncées. Emmanuel Macron nous dit l'épidémie est plus grave, il nous dit que sans doute la trajectoire dans les prochaines semaines va être plus importante que celle du printemps, et il en déduit des mesures qui sont moins strictes que celles du printemps. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette mesure qui consiste à dire aux petits libraires qui bien souvent ont beaucoup respecté toutes les distances et les consignes sanitaires, de dire vous allez fermer pendant que leurs concurrents, pendant que Amazon récupère la mise et le marché. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est absurde, personne ne le comprend. Moi je demande qu'on entende et que ce gouvernement entende que toutes les professions qui l'impactent par ces décisions sont d'ailleurs composées de gens qui ont pendant des mois, des semaines, signifié leur disponibilité pour coopérer avec le gouvernement, pour établir avec lui des protocoles sanitaires exigeants. Très franchement, Mickaël Darmon, voyez un peu le résultat, parce qu'ils ont demandé, notamment aux petits commerces, de fermer et que les grandes surfaces restent ouvertes. On a maintenant des scènes incroyables. Franchement, je demande qu'on prenne des photographies parce que ça va rester dans l'histoire. Ou dans les grandes surfaces, vous avez maintenant des banderoles et des balises autour des rayons livres et des rayons 10 pour dire c'est interdit. N'aurait-il pas mieux fallu plutôt de dire on ouvre les petites librairies, on leur permet de fonctionner. Est-ce que vous pensez qu'on risque plus de se contaminer dans les grandes surfaces au rayon des livres qu'au rayon où on achète les boîtes de conserve ? Ça n'est pas sérieux. Le patronat, le MEDEF, va faire des propositions dans ce sens. Avec ces arguments, vous trouvez que c'est de bon sens ? Écoutez, de deux choses l'une, Mickaël Darmon. Soit... Et c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. Moi, je ne dispose pas des moyens dont lui dispose, et y compris du secret de ce Conseil de défense, qui d'ailleurs ne rend aucun compte, parce que par définition, il y a secret défense et pas de compte-rendu. Je ne dispose pas des moyens de savoir si, compte tenu de l'état de circulation de l'épidémie, les mesures qui ont été prises seront suffisantes. De deux choses l'une. Soit c'est suffisant, et dans ce cas, un peu de cohérence. Et si on peut vendre des livres dans une grande surface, on peut aussi en vendre dans les petites librairies, et qu'on arrête de faire payer uniquement les petits artisans, les petits commerçants, les restaurateurs et tous les autres. Soit l'épidémie a trop circulé, parce qu'ils n'ont pas planifié, parce qu'ils n'ont pas organisé les choses correctement. Et dans ce cas, il y a peut-être à forte à penser c'est ce qui va peut-être se passer. Si ça se trouve, dans 10 jours, 15 jours, Monsieur Macron nous redonne un grand rendez-vous pour une grande messe à 20h pour nous dire qu'on confine plus fermement. Parce qu'aujourd'hui, c'est la situation à l'hôpital qui est désastreuse. Compte tenu de tous les lits qui ont été fermés et du fait que rien n'a été organisé pour limiter correctement la circulation de l'épidémie, pour casser les chaînes de contagion, bien le résultat, on le connaît. Donc c'est que vous avez des soignants... Le ministre de la Santé, dans le journal du dimanche aujourd'hui, il le dit, finalement, Noël ne sera pas une fête normale cette année. On prépare les esprits. Mais évidemment qu'on prépare les esprits. Quand Emmanuel Macron dit que... l'objectif, c'est d'avoir moins de 5000 contaminations par jour. Quand on voit les chiffres aujourd'hui, tout le monde comprend que dans 4 semaines, on n'y sera pas. Et je vais vous dire très franchement, la décision de maintenir les écoles, les collèges et les lycées, évidemment qu'il faut travailler à la continuité pédagogique. Peut-être qu'on aurait pu prendre aussi, Mickaël Darmon, des décisions. En Italie, vous savez, on a recruté des accompagnements de vie scolaire. On aurait pu faire pareil en ayant des accompagnants, des professeurs. On aurait pu dédoubler les classes. On aurait pu réquisitionner des bâtiments pour permettre qu'il y ait de la distanciation. Tout ça n'a pas été fait. Et c'est parce que ça n'a pas été fait qu'on se retrouve dans cette situation. Il y a une chose qui est faite, c'est et les professeurs sont très en colère sur la manière dont la rentrée est organisée. Parce que les protocoles sanitaires, franchement, il n'y a rien de plus. Regardez ce que font nos voisins. En Allemagne, ils ont investi 500 millions d'euros pour l'aération des salles de classe. Bon. On va parler d'économie, précisément. Vous avez entendu Bruno Le Maire, 15 milliards d'euros par mois pour ce second confinement. On voit quand même que l'économie, elle est portée à bout de bras par le gouvernement. Est-ce que vous approuvez ces mesures mises en place par le gouvernement, qui sont quand même, a priori, des mesures assez massives de soutien à l'économie réelle et aux commerçants ? Alors, plusieurs choses. D'abord, il est clair que si
pour lutter contre l'épidémie, parce qu'elle a trop circulé, parce qu'on n'a pas organisé les choses en amont, la seule solution en définitive est le confinement, il est clair que ça a des conséquences économiques. Et donc les choses sont claires, toutes celles et ceux, entreprises, grandes, moyennes, petites, artisans, commerçants, qui subissent les effets du confinement, doivent être accompagnés par l'État. Et je demande à ce que les aides arrivent vraiment. Parce que vous savez que dans le cas des intérimaires, dans le cas des intermittents du spectacle, parfois ça a beaucoup traîné, ils n'ont pas toujours les aides qui ont été promises. Donc, accompagner pour que personne ne subisse les effets d'un confinement que personne n'a demandé par définition. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la philosophie générale de ce qui est fait. Et moi, je déplore, par exemple, dans le plan de relance du gouvernement, le budget que l'on discute à l'Assemblée, que la philosophie, finalement, n'ait absolument pas été modifiée alors que nous subissions une crise inédite qui est aussi peut-être l'occasion d'opérer une bifurcation. Quelle est-elle? Écoutez, en gros, pour résumer d'un trait, on fait pleuvoir des milliards sur les entreprises sans vraiment cibler, sans planifier, sans choisir les secteurs stratégiques dans lesquels on décide d'investir, sans aucune contrepartie sociale, écologique, et on espère que magiquement, faire pleuvoir des milliards va relancer l'économie. C'est une sorte, pour le dire autrement, de crédit d'impôt compétitivité géant, sauf que voilà, Mickaël Darmon, maintenant, ce type de politique, on en connaît le bilan. Souvenez-vous que le crédit d'impôt compétitivité, c'était 20 milliards d'euros par an sans contrepartie, décidé par M. Hollande, pérennisé par M. Macron. Là, ces mesures, ça devait créer 1 million d'emplois, le résultat, c'est que ça en a créé autour de 100 000 seulement. Donc c'est beaucoup trop d'argent public pour trop peu d'activités. Ensuite, dernière chose pour répondre à Bruno Le Maire très clairement, si on doit confiner et s'il faut accompagner l'économie face au confinement, alors on s'endette. Et Bruno Le Maire ne dit pas le contraire, on s'endette. Là où j'ai un point de désaccord fondamental avec lui, et je pense qu'il faut l'entendre, c'est quand il dit ensuite, de toute manière, tôt ou tard, il faudra rembourser. Disons-nous les choses très tranquillement. Compte tenu des niveaux d'endettement qu'il y a déjà, qu'il y avait même d'ailleurs avant la crise sanitaire, et compte tenu des niveaux d'endettement qu'on peut anticiper avec les nouvelles mesures, et y compris s'il y a une troisième vague, et y compris si l'épidémie dure un certain temps, ces dettes ne seront, et les économistes sérieux le savent, jamais payées. Alors comment on fait? Est-ce qu'on dit à toutes les générations futures, tout ce que vous allez avoir à faire, c'est travailler pour rembourser la dette? Ça veut dire qu'il ne faut pas soutenir toutes ces PME, c'est ce que vous dites entre eux. Bien sûr, Vous dites on n'a pas l'argent pour le faire, non, c'est trop d'argent public. Non, justement, je vous explique qu'il faut s'endetter, que j'en suis d'accord, mais qu'on arrête de dire aux Français déjà qu'ils vont devoir s'organiser pour rembourser. Sinon, tout horizon est bouché. Et je vous le dis par ailleurs, il y a d'autres sujets. Songez simplement à la question de la crise climatique qui vont nécessiter qu'on s'endette beaucoup pour investir et faire la bifurcation écologique. Vous verrez, ça sera passionnant. Il y a toute notre économie à refonder sur cette base, mais ça va nécessiter beaucoup d'argent public. Dès lors, comment fait-on si on n'est pas d'accord avec Bruno Le Maire pour dire qu'il va falloir rembourser? Il faut que la Banque Centrale Européenne, et là il y a une discussion à avoir au niveau de l'Union Européenne, il faut que la Banque Centrale Européenne rachète directement aux États les titres de dette et qu'elle les classe en dette perpétuelle. C'est comme une annulation, c'est un peu technique, mais ça permet de nous faire respirer. On puisse répondre aux grands défis qui sont devant nous en discussion, effectivement, sans avoir finalement cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Effectivement, mais qui sera décidée peut-être plus tard et effectivement entrée au lieu. On se retrouve dans quelques instants avec Adrien Quatennens. Et l'on retrouve notre invité Adrien Quatennens, député et coordinateur de la France Insoumise. Question de Cécile Cornudet. Adrien Quatennens, demain c'est la rentrée des classes avec l'hommage à Samuel Paty. Il est finalement réduit à 1 minute de silence, pas dans la cour mais dans les classes. Et à la lecture de la lettre de Jean Jaurès, c'est plutôt moins que prévu. Est-ce que ça vous va ? La lecture de la lettre de Jean Jaurès, c'est une très belle décision, une belle chose, une belle lettre. Mais oui, effectivement, c'est insuffisant. Je crois d'ailleurs que là, nous avons un problème. Je reviens à cette histoire de conseil de défense. Savez-vous, Cécile Cornudet, que c'est le conseil de défense et non pas le conseil des ministres. C'est cette instance, en quelque sorte, opaque qui a décidé de modifier l'hommage à Samuel Paty. Ce qui était prévu au départ, c'était que les professeurs entrent à 8 heures, qu'ils disposent d'un temps pour discuter entre eux et qu'à 10 heures se fasse cet hommage. Mais en quoi est-ce opaque? C'était annoncé que c'était pour des raisons sécuritaires. On sait quand le Conseil de défense a lieu. On connaît maintenant les décisions. On sait qui y participe. Pourquoi pour vous cette institution est dénoncée régulièrement depuis quelques minutes? Si vous pensez qu'après ce qui vient de se passer, 1 minute de silence va suffire, moi très franchement je pense que ça aurait mérité un vrai temps de discussion entre les professeurs, entre les élèves. Bon voilà, au final ce sera 1 minute de silence et puis on passera à autre chose. Et puis par ailleurs, donc, les professeurs sont à la fois remontés contre cette décision. On aurait pu même imaginer pourquoi pas que la rentrée soit décalée d'1 journée pour bien préparer ça. Ça aurait peut-être été une solution.
Et puis, dans le même temps, ils sont aussi remontés parce que le protocole sanitaire, il le voit bien, sera sans doute insuffisant. Enfin, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais vous savez quel est le taux d'incidence chez les 10-19 ans de l'épidémie? C'est 350 pour 100 000. Et vous avez des pays, je pense par exemple, il y a eu des études faites notamment au Moyen-Orient, vous avez des pays où clairement l'ouverture des écoles a été mis en cause pour la recirculation de l'épidémie. Donc moi je pense aux professeurs qui là franchement ont toutes les raisons d'être en colère autour de cette rentrée. Demain effectivement ce sera un moment très important et une émotion très forte dans toutes les écoles de France, mais que faire si cette minute de silence n'est pas respectée sur tout le territoire? Est-ce que vous demandez à ce que cette minute de silence soit respectée? Ça me paraît évident, je vois assez mal en quoi elle ne le serait pas, et si elle ne l'est pas, pour le coup, ça doit faire l'objet d'une discussion comme celle à laquelle nous aurions sans doute eu droit s'il y avait eu plus que cette minute de silence. Voilà, je pense qu'il faut le temps de la discussion. Vous savez, il y a beaucoup de notions qui apparaissent comme assez peu évidentes, en réalité, dont on doit être fier, mais moi, quand je vois par exemple beaucoup d'élus qui se réclament de la République et de la laïcité et que je vois la manière dont ils en font l'usage, je suis à peu près certain qu'ils sont incapables de la définir. Ce sont des notions complexes quand même, vous savez. Le fait par exemple de dire, en tant qu'État, qu'on n'endosse pas ce que disent des caricatures, mais qu'on défend le droit de caricaturer. C'est quand même assez subtil, il faut le reconnaître. La liberté d'expression, c'est important et il faut pouvoir l'expliquer. La laïcité, c'est pareil. Une question à ce sujet. On va expliciter justement votre approche durant toutes ces minutes qui viennent et cette émission, c'est important. Pour bien comprendre, Adrien Quatennens, pour vous, est-ce qu'il faut montrer des caricatures aux enfants? Est-ce qu'il faut choquer pour prouver qu'on est libre? Je pense qu'il faut faire œuvre de pédagogie, il n'y a pas besoin de choquer pour prouver qu'on est libre. Par contre, l'explication autour des caricatures, le fait de dire, on a le droit, et d'ailleurs vous avez vu, même le ministre Bruno Le Maire l'a dit, il l'a dit sur une chaîne publique récemment, il a dit « moi je n'aime pas les caricatures », a-t-il dit. Mais le fait que je ne les aime pas ne m'empêche pas de les défendre, c'est important. Ça montre quelque chose, c'est précisément ce qu'est la liberté d'expression. On a le droit d'être heurté, on a le droit d'être choqué. Mais je pense qu'on peut les montrer à la condition qu'on sache les expliquer. Et je crois d'ailleurs précisément que c'est ce qu'envisageait de faire ce professeur Samuel Paty. Mais vous pouvez les montrer, on peut les montrer ou est-ce qu'il faut les montrer impérativement? Je pense qu'il faut les montrer, mais dans le cadre d'une discussion. Vous savez, si c'est juste les projeter sans explication, on a à peu près l'assurance d'être mal compris. Enfin, n'ayons pas de difficultés. Il ne s'agit pas de les montrer comme quelque chose d'identitaire. Il faut pouvoir expliquer ce que c'est. Il faut dire oui, on a le droit dans ce pays, c'est la liberté d'expression. La seule qui n'est pas de limite, c'est la liberté de conscience. Celle-là est strictement illimitée. La liberté d'expression, c'est un droit fondamental dans notre pays. Elle est juste limitée par la loi. Et donc dans la loi, c'est clair, on a le droit de caricaturer, on a le droit de critiquer des convictions spirituelles, philosophiques. En revanche, il faut bien faire une distinction. Et c'est là que c'est pas évident et qu'il faut l'expliquer. C'est de dire, critiquer une conviction, critiquer une religion, caricaturer une religion, c'est autorisé. C'est différent que de s'attaquer à des personnes en fonction de leur appartenance réelle ou supposée. C'est ce qu'a fait Samuel Paty et manifestement. Mais vous savez, il y a des gens, moi quand je vois que, y compris parfois encore en France, c'est pas évident à faire comprendre. Vous avez entendu les propos de l'archevêque de Toulouse sur le blasphème, qui a dit sur une antenne, je crois que c'était d'ailleurs sur Europe 1, qui a dit on ne se moque pas de la religion impunément. Pardon, mais en France, il n'y a pas de délit de blasphème. En revanche, il y a des pays avec lesquels on commerce beaucoup. Est-ce qu'on parle d'ailleurs d'un islamo-capitalisme, d'un islamo-affairisme? Il y a des pays avec lesquels on commerce beaucoup, par exemple l'Arabie Saoudite, vous le savez, Mickaël Darmon, où le blasphème est rudement châtié et condamné. Donc c'est important de l'expliquer. De la même manière, si vous permettez, la laïcité. La laïcité est trop souvent, je crois, parfois dans le pays, intériorisée comme une forme d'intransigeance envers une religion. Mais c'est pas le sujet. La laïcité, qu'est-ce que c'est? C'est notre bien le plus cher en République parce que, en gros, ce que ça dit, c'est important de le clarifier, c'est de dire la religion, par définition, c'est un point sur lequel, même si nous discutions pendant des heures, même si nous argumentions pendant des heures, compte tenu qu'elle vient des faits révélés, des vérités révélées, on ne sera pas d'accord. Donc la laïcité, elle met la religion à distance du politique pour que nous puissions effectivement exister ensemble. Et surtout, je termine là-dessus, la laïcité, Mickaël Darmon, la laïcité, c'est aussi l'égalité en droit et la non-discrimination. Par conséquent, j'en tire une conclusion. Être républicain et être laïque, c'est nécessairement être antiraciste et mener le combat antiraciste. C'est important de le dire. On va absolument y revenir. On voudrait d'abord comprendre, tout d'abord, un petit peu comment vous appréhendez la réaction du gouvernement, qui a été très ferme après l'attaque effectivement l'attentat de Conflans. Est-ce que vous approuvez le ministre de l'Intérieur lorsqu'il cible l'islamisme politique, lorsqu'il ferme les associations, lorsqu'il dissout donc des associations, lorsqu'ils ferment des mosquées? Est-ce que vous approuvez cette politique de fermeté? Je pense qu'ils s'y prennent très mal.
Et vous approuvez ou pas? Mais écoutez-moi, je vais vous dire, moi j'approuve ce que je propose et ce que nous proposons, et je crois que ça serait radicalement plus efficace contre l'islamisme politique et le terrorisme islamiste que ce que fait ce gouvernement. Je crois d'ailleurs que le président s'est en quelque sorte laissé déborder par le climat qu'il a laissé s'installer dans le pays et qui fait le jeu des extrémistes de tous bords, et je crois qu'il faut un rappel à la raison. Que doit-on faire face au terrorisme islamiste par exemple? D'abord, la première chose, c'est une forme de résistance idéologique à notre adversaire, qui a théorisé un objectif politique. Vous le savez, Michael Darmon, les organisations du terrorisme islamiste ont théorisé qu'un de leurs objectifs politiques, c'est d'obtenir, en réaction aux attentats, un clivage, une dislocation au sein de notre société, entre d'un côté tous les musulmans de ce pays qu'ils espèrent rallier à leur cause fanatique, je crois que c'est une peine perdue, il faut le rappeler, et de l'autre côté, le reste de la population qui... Attendez, le reste de la population qui les suspecterait. C'est une vraie question que pose Cécile un instant. Écoutez la question qui lui pose. C'est exactement ce que fait le gouvernement quand il cible les associations type Baraka City et le CCIF qui véhiculent cet islam politique. Alors, soyons très clairs. Si des associations ont des liens avérés avec notamment ce qui s'est passé, les attentats, les menaces autour de M. Samuel Paty, raison pour laquelle, par exemple, j'y viens, par exemple, raison pour laquelle le collectif Cheikh Yassine a été dissous, collectif dont je veux rappeler d'ailleurs que ce sont des amis de Madame Le Pen qu'on retrouve dans une manifestation à leur côté en 2009, soit dit en passant. Ce collectif a été dissous, je pense que c'est absolument normal compte tenu de son implication. Ensuite, y a-t-il des associations qui, sous couvert de la lutte contre le racisme, et je redis que les laïcs et les républicains devraient être l'étonnant de cette lutte antiraciste. S'il y a des associations qui, sous couvert de lutte antiraciste, finalement dévoient cette lutte pour un autre but politique, et que le gouvernement a des éléments précis permettant de l'attester, alors la dissolution se discute. Je ne sais pas vous dire, Michael Darmon, si c'est le cas, par exemple, d'associations que vous citez. Si c'est le cas, alors c'est clair pour moi. Si le ministre de l'Intérieur, et admettez qu'il est mieux placé que moi pour le dire, a des éléments permettant d'attester ces liens, alors pour moi il est évident que la dissolution se discute. Mais j'alerte sur une chose. Mais attendez, j'alerte sur une chose. A des liens avec les frères musulmans. Est-ce qu'idéologiquement c'est pas suffisant pour prononcer la dissolution? Si vous avez des éléments, vous, clairement permettant de l'établir, ça se discute, oui. En attendant, je veux qu'on fasse attention et simplement qu'on reste dans l'état de droit. Pas qu'on fasse, en quelque sorte, une politique qui viserait à envoyer un message. Parce que je pense qu'on ferait là aussi le jeu des terroristes si on s'affaiblissait sur nos principes. Pas de principe de précaution pour vous. Mais c'est pas une question de principe de précaution, c'est une question de respect de l'état de droit. Ce que veulent les terroristes et notre division est le fait que nous renoncions à nos principes républicains. C'est leur objectif. Par pitié, ne leur donnons pas le choix. Il faut changer le droit pour faire respecter ça, justement. Mais on pourrait en discuter, mais Michael Darmon, ça fait des années. On sait les freins. Attendez, ça fait des années qu'on vote en chaîne des lois antiterroristes. Pour quelle efficacité, s'il vous plaît? Donc permettez-moi de redévelopper un instant la doctrine que je prône, que nous prônons en matière de lutte contre le terrorisme islamiste. D'abord, la résistance idéologique. Refuser finalement le lien entre l'islam, les musulmans, et l'islamisme politique et les terroristes islamistes. Vous savez, la première chose qu'il faut dire, c'est que quand se produisent des attentats sur notre sol, revendiqués au nom de Dieu, ce sont des millions de nos concitoyens qui sont meurtris à 2 reprises. D'abord comme nous tous, comme Français, et ensuite comme croyants qui ne comprennent pas pourquoi on invoque le Dieu dans lequel ils croient pour procéder à ces actes de barbarie. Donc ça, il faut le rappeler. Ensuite, deuxième chose, la politique de sécurité intérieure. Et de ce point de vue, je crois que les logiques globalisantes ne fonctionne pas. Il faut cibler de près. Vous voyez, là, moi par exemple, c'est pas tous les jours que je le cite, mais en termes de doctrine sur la lutte contre le terrorisme, je m'intéresse à ce que racontait par exemple Dominique de Villepin. C'est-à-dire le fait de cibler de près, d'être précis, d'avoir des techniques de renseignement, d'investigation qui mettent toute la place à l'humain. Par exemple, l'infiltration, Michael Darmon. Des techniques qu'on a trop souvent désinvesties. Qui ont eu cours pendant un temps et qui ensuite ont été peut-être effectivement un petit peu relâchés ou réformés. Donc il faut réformer les services de renseignement. Et enfin, oui, et il leur faut plus de moyens. Je crois en fait, pour le dire autrement, que plus que de nouvelles lois, il nous faut des moyens pour appliquer les lois existantes. Dernière chose, sans quoi je ne serai pas complet, il faut aussi mettre en cause et revoir la politique d'alliance de la France à l'international. Je le dis, quand on fait des affaires de manière hyper conséquente avec des pays comme l'Arabie Saoudite où le droit de blasphème, où le blasphème est condamné, etc., en termes de diffusion d'un islam fondamentaliste et de l'islamisme politique, c'est a priori plus grave que bien d'autres choses. On se retrouve dans quelques instants avec Adrien Quatennens.
Et l'on retrouve le député Adrien Quatennens. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a ciblé très fortement le positionnement de la France insoumise. On écoute, on regarde. Alors votre aveuglement sur la laïcité, votre aveuglement sur le séparatisme, vous n'avez plus le droit de l'avoir après ce qui s'est passé, après cet assassinat. Vous n'avez pas le droit d'avoir des complicités intellectuelles avec cela. Donc si quand on est républicain, on est d'extrême droite, ce que je dis c'est qu'aujourd'hui, vous avez un problème avec la République. Est-ce que vous avez un problème avec la République, à la France insoumise? Avec la République, sûrement pas. Avec la République en marche, c'est sûr. Et en particulier avec M. Blanquer et ses accusations. Je vais vous dire une chose. Je disais tout à l'heure que la priorité, c'était la résistance idéologique aux terroristes, le fait de ne pas succomber à leurs objectifs, la division. On peut regretter, par exemple, Michaël Darmon, qu'alors que les hommages à M. Samuel Paty n'étaient même pas encore commencés, certains des membres du gouvernement, dont M. Blanquer, soient entrés dans des polémiques absurdes, aussi absurdes que dangereuses d'ailleurs, alors que ces hommages n'étaient pas terminés. Mais est-ce qu'au fond, c'est pas n'empêche, au fond, c'est pas non plus un appel à la clarification politique? Parce que on peut se poser la question. Il y a eu des classes entières qui n'ont pas été, Charlie, qui n'ont pas respecté la minute de silence. Vous le dites aussi, si jamais ça n'arrive pas, ben, alors on va expliquer. Certains se disent, on doit clarifier à la France insoumise. Mais Michaël Darmon, je crois vraiment, et moi je vous le dis très tranquillement, qu'on est bien plus clair sur nos principes républicains sans géométrie variable à la France insoumise que ce que racontent ces gens qui nous accusent. Je vais même mettre les pieds dans le plat. Vous voyez, quand ils utilisent, parce que finalement on nous parle d'islamo-gauchisme à longueur de journée, c'est le nouveau badge discriminant. Hein, en son temps, Jaurès était insulté d'agent allemand. Mais en réalité, que nous reprochent-ils? Ils nous reprochent d'avoir participé au mois de novembre à une marche contre le racisme envers les musulmans qui a été organisée en réaction à un attentat contre une mosquée. Je le redis parce qu'ils oublient de le dire. Cette marche, elle n'est pas tombée du ciel, pardon de l'expression, elle a été réalisée en réaction à un attentat contre une mosquée. Alors si elle est si claire que ça, pourquoi n'y êtes-vous pas allé? Mais moi, j'y suis pas allé parce que j'avais des raisons personnelles ce jour-là, d'ordre familial, mais je l'ai défendue cette marche et je la défends aujourd'hui et je suis fier que mes camarades y soient allés. Et je vous dis pourquoi il fallait y être. Il fallait y être parce que cette marche était en réaction à un attentat contre une mosquée, ce qui est aussi un acte antipatriotique. Alors, dans cette marche, l'essentiel des participants ont acclamé la laïcité, ont chanté la Marseillaise. Et tous les commentateurs, et y compris au sein du gouvernement, ont vu quelques personnes qui étaient sans doute, oui, présentes, qui avaient sans doute, oui, d'autres objectifs politiques que la marche. Mais nous ne les avons pas confondus avec le reste de la marche. Pourquoi se sont-ils autorisés à venir dans Michaël Darmon, pourquoi se sont-ils autorisés à venir dans cette marche que vous appelez de vos voeux et en tout cas que vous soutenez? Michaël Darmon, je vous retourne la question. Mais attendez, quand nous avons marché pour Madame Mireille Knoll, qui avait subi un assassinat à caractère antisémite. D'abord, nous n'avons pas hésité une seule seconde pour y aller, pour signifier notre opposition à l'antisémitisme et dire que tous les juifs de France devaient être mis sous la protection de la République. Mais souvenez-vous qu'il y a eu là un petit groupuscule violent qui s'en est pris aux élus insoumis en écharpe. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez dit c'est la marche des extrémistes, il y avait quelques furieux qui avaient d'autres objectifs politiques? Non. Quand nous avons marché pour Charlie, Michaël Darmon, il y avait des dictateurs sanguinaires dans la marche. Est-ce que vous avez dit c'est la marche des dictateurs sanguinaires? Donc attention, et je vais répondre à M. Blanquer. Si une nouvelle marche contre l'islamophobie avait lieu demain, est-ce que vous retourneriez à cette marche? Mais si une marche contre le racisme envers les musulmans avait lieu en réaction notamment à une attaque contre une mosquée, non seulement j'irai, c'est la condition. Le CCIF, vous y retourneriez ou pas? Mais monsieur, organisé par la CGT, organisé par la FSU, organisé par des responsables du Parti communiste français, monsieur, organisé par des membres d'Europe Écologie Les Verts. Oui, dites-le clairement. Mais de la même manière que je vous le dis, si une femme ou un homme subissait de nouveau un assassinat antisémite, même s'il y avait des groupuscules violents comme la LDJ, j'irai marcher contre l'antisémitisme. Et je vous le dis, monsieur, tous les républicains, vous savez, ceux qui mettent toujours le beau drapeau de la République et de la laïcité, doivent être présents partout où des citoyens, quelle que soit leur confession, musulmans, juifs, catholiques, peu importe, subissent des pressions ou des attaques en fonction de leur religion. C'est ça, être républicain. Ça n'est pas autre chose. Alors par contre, puisque M. Blanquer me met en cause, puisque M. Blanquer se sent autorisé à distribuer des brevets de républicanisme, voyons un peu, apprécions la cohérence intellectuelle de M. Blanquer. M. Blanquer qui est personnellement impliqué dans le développement des écoles hors contrat, proches des milieux catholiques traditionnalistes. M. Blanquer qui, nous le savons, avait par le passé mis la pression sur un recteur, M. Alain Morvan, lorsqu'il s'opposait à l'instauration d'une école dont le fondateur s'est avéré avoir des liens par intermédiaire avec Al-Qaïda.
Vous voulez qu'on parle des tartufferies et des incohérences de tous ceux qui donnent à la France insoumise des leçons de laïcité? Je vais vous dire une chose pour terminer. Je vais même vous dire une chose pour terminer, Mickaël Darmon, et peut-être définitivement, si vous m'en donnez l'occasion, clore cette polémique. À la France insoumise, nous sommes tellement rigoureux et irréprochables sur la laïcité que vous ne trouverez jamais un élu insoumis pour participer à des cultes ou à des cérémonies religieuses. Quand Manuel Valls, le tartuffe en chef... Vous avez aussi des Attendez, camarades je au sein de termine. votre Quand propre on nous donne entreprise. des leçons alors que certains de ces élus vont parfois flatter des communautés en étant présents jusque dans des mosquées, moi je le dis par respect pour les croyants, un élu de la République n'a pas à participer à une cérémonie de culte. Alors quand viendra la loi, c'est toujours l'ambition, parce qu'on va voir s'ils n'ont pas changé. Mais tout dépend le contenu. Si c'est une nouvelle loi des suspects qui ne fait que cibler une religion, non. Par contre, s'il y a des dispositions là-dedans... Elle s'appelle maintenant renforcement de la laïcité. Eh bien, je vais vous dire une chose, Mickaël Darmon. Si le but, c'est de renforcer la laïcité, et rien que ça, et pas de cibler ou de faire de certains des suspects, si le but est de renforcer la laïcité, attendez-vous à ce que la France insoumise fasse des propositions pour renforcer la laïcité, comme vous n'en avez pas idée. Si le but, c'est la laïcité, vraiment la laïcité, ou alors la lutte contre l'islamisme politique, c'est pas exactement la même chose. Parce que j'ai des propositions pour les deux. D'accord ? Mais si le but, par exemple, c'est vraiment de renforcer la laïcité, premier amendement que nous pourrions déposer. La laïcité, dites-vous, monsieur Blanquer ? Très bien. 1905, la loi laïque par excellence. On l'applique sur tout le territoire de la République ou pas ? Êtes-vous, monsieur Blanquer, pour ou contre l'abrogation du concordat d'Alsace-Moselle ? J'admets que ça n'a rien à voir avec la lutte contre l'islamisme politique. C'est pas le sujet et je refuse pas ces sujets-là non plus. Mais si le but c'est d'augmenter la laïcité, est-ce qu'on est d'accord pour dire par exemple qu'un élu de la République n'a rien à faire dans un culte ? Et que c'est aussi le respect, parce que la laïcité, c'est la garantie pour les croyants de pouvoir pratiquer leur culte, mais c'est aussi comme pour les non-croyants. C'est aussi le respect du sentiment religieux que peuvent avoir des concitoyens. Et face au terrorisme, votre proposition, c'est quoi ? Mais je crois que je vous en ai fait plein au chapitre précédent, mais je peux recommencer. Je vous ai parlé de résistance idéologique, je vous ai parlé de moyens de renseignement supplémentaires, d'investigation, d'infiltration, je vous ai parlé d'international. Madame, je vais même aller au bout. Non, mais vous me posez la question. Regardez encore. On nous a parlé de monsieur Erdogan. Récemment, et soi-disant que Jean-Luc Mélenchon n'aurait pas été clair. Ben moi je vais vous dire, c'est le gouvernement qui n'est pas clair. Parce qu'en novembre 2019, il n'y a donc pas si longtemps, Jean-Luc Mélenchon écrivait la chose suivante, un instant. Erdogan et la Turquie représentent les vieilles solutions de l'obscurantisme religieux, de l'autoritarisme autocratique, c'est-à-dire précisément celles qui suscitent des conflits plutôt que de les résoudre. Notre présence dans l'OTAN, aux côtés des bourreaux des Kurdes, qui étaient nos alliés face à Daesh, et de ceux qui les abandonnent, les États-Unis d'Amérique, n'est plus tenable. Notre participation à cette alliance militaire, l'OTAN, nous conduit à être avec ceux qui font progresser l'islamisme au Moyen-Orient et non pas avec ceux qui le font reculer, ce qui est contraire à nos principes et à nos intérêts. Et c'est Jean-Luc Mélenchon, novembre 2019, qui définit. Je crois que c'est pas suspectable. Je crois que c'est pas suspectable de la moindre ambiguïté. Vous en êtes d'accord ? Et quelle fut la réponse du gouvernement lorsque nous avons posé une question au gouvernement sur ce sujet ? En un mot, la Turquie, ce sont nos alliés. D'accord ? Donc en termes de clarté, de stabilité des points de vue et de cohérence idéologique, s'il vous plaît, pardon, mais qu'ils aillent balayer devant leur porte d'abord. C'est toute la différence. On voit effectivement que l'aspect réel politique, puisque vous n'êtes pas aux affaires, parfois, effectivement, par définition, vous échappe, puisque vous êtes dans la définition de la politique idéale. Non, mais attendez, qu'est-ce que... Non, Mickaël Darmon, non, vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça. Regardez ce qu'ils font et interrogez la cohérence de leurs actes. La prochaine fois que M. Blanquer vient ici, interrogez-le sur ces liens avec les pressions sur le recteur M. Morvan et le développement des écoles hors contrat. J'ai une question concernant ce que moi, dit je peux Jean-Luc répondre Mélenchon. à vos questions, mais eux le peuvent-ils ? Bien sûr. J'ai une question également concernant Jean-Luc Mélenchon et ses déclarations. Il considère que le gouvernement mène une politique islamophobe. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Qui a dit ça ? Jean-Luc Mélenchon. Il y a une citation de Jean-Luc Mélenchon qui dit ça ? Il considère qu'effectivement, à la fois, il est contre les musulmans, que le gouvernement... Vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon dire que le gouvernement faisait une politique islamophobe ? On voit bien qui est contre les musulmans, parce qu'il ferme, parce qu'il y a discrimination sociale, parce qu'on ferme les mosquées, parce qu'on ferme les associations. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette... D'abord, je me défie de me sortir cette citation de Jean-Luc Mélenchon, première chose. Ensuite, je crois que les choses sont claires, mais puisque visiblement non, je vais l'être à nouveau. Nous disons qu'il ne faut pas donner le point aux terroristes en acceptant ce clivage entre d'un côté les musulmans qui seraient tous suspects, alors que l'immense majorité d'entre eux n'ont absolument rien demandé, sinon de pouvoir pratiquer leur religion en paix, et le reste de la population, première chose. Ensuite, il ne faut pas de confusion entre l'organisation du culte
Et la République n'a pas à se mêler de l'organisation du culte, la République elle a à s'occuper de faire respecter les lois de la République. Et c'est déjà un travail assez conséquent, on le voit bien. Et la lutte contre l'islamisme politique et le terrorisme, sur lesquels je crois avoir fait des propositions précises, mais je peux les refaire si ça ne suffit pas. Et je pense que ça a le mérite d'être clair. Il faut que les concitoyens de ce pays, quelle que soit leur religion, sachent que nous ne laisserons pas passer cette ambiance de haine qui fait qu'on confond tout. Vous le savez, c'est un risque absolu. Je crains parfois que par le climat délétère qui s'installe dans le pays de racisme, nous ne fassions en réalité le jeu des terroristes qui n'espèrent que ça. À ce sujet, on sait, une question, Yann Usaï. On sait, Adrien Quatennens, que les services de renseignement avaient alerté le ministère de l'Intérieur il y a, semble-t-il, plusieurs semaines sur le fait que les lieux de culte risquaient d'être particulièrement ciblés par les terroristes. Est-ce que, selon vous, les églises, notamment, étaient suffisamment protégées depuis quelque temps? Est-ce qu'il faut renforcer cette protection? Parce qu'on voit bien également qu'on ne peut pas mettre un policier devant chaque lieu de culte. Donc, est-ce que ce qui est fait aujourd'hui est suffisant? Et selon vous, que peut-on faire d'autre? C'est précisément parce qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne ou derrière chaque lieu de culte qu'il faut plutôt avoir des techniques de l'ordre du ciblage précis que de la globalisation. Ou d'armer des polices et de moyens municipales, par exemple, et de moyens. Ce sont des policiers municipaux qui sont intervenus. Ne confondons pas tout. C'est-à-dire que là, oui, à Nice, ce sont, parce qu'ils étaient les premiers sur place, les policiers municipaux, il faut d'ailleurs saluer leur courage et leur sang-froid qui sont intervenus. Mais vous admettrez que, en toute logique, ce n'est pas à la police municipale, aux gardiens de la paix, de faire face à ces situations. Ça doit être des services spécialisés. Et c'est parce qu'ils étaient armés qu'ils ont réussi Bien sûr, c'est une police de proximité, mais normalement, son rôle, effectivement, c'est pas celui-là. Et s'il y avait les moyens supplémentaires nécessaires, peut-être que d'autres auraient pu intervenir. Ils sont parfaitement intervenus, c'est très bien, mais ça n'est pas à la police municipale de petit à petit réaliser les missions soit de la police nationale, soit carrément des CRS. Le Premier ministre bien sûr. signe partout des Moi, je accords pense qu'il de faut, coordination et de sécurité intégrée. Il faut refonder la police. Je pense d'abord, les policiers démentiront pas ce que je raconte là, il faut des moyens supplémentaires conséquents, des moyens humains d'abord. Depuis 2007, nous avons perdu beaucoup trop d'effectifs. Vous voyez, nous voulons en recruter 10 000 de plus. Faire en sorte que les commissariats soient remis en bon ordre, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et franchement, des fois, on voit le délitement de l'État et de la République jusque dans les locaux. Et puis ensuite, cibler davantage la politique en suivant les personnes qui sont connues des services de renseignement. Parce que, voyez-vous, on peut quand même s'interroger dans le cas de Samuel Paty. Comment est-ce possible qu'un compte Twitter qui a été signalé dès l'été pour des liens avec le milieu djihadiste, comment se fait-il que rien ne se soit passé? Comment se fait-il que des menaces aient pu monter crescendo contre ce professeur sur les réseaux sociaux sans que rien ne se passe? On nous parle d'anonymat sur les réseaux sociaux. Moi, je veux bien qu'on en parle des heures, mais vous voyez bien que dans ce cas-là, c'est pas en cause, puisque le père de famille il a même mis son numéro de téléphone. Comment se fait-il que Donc je crois que ce qu'il nous faut vraiment, j'insiste là-dessus, permettez-le-moi, c'est des moyens humains supplémentaires pour appliquer les lois existantes et de l'infiltration des investigations. Est-ce que vous les armez lourdement? Parce que Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques semaines, disait il faut désarmer en partie la police. La doctrine, c'est de dire qu'il y a différents corps dans la police et qu'idéalement, nous souhaitons le retour d'une police de proximité. Il a dit aussi désarmée que possible. Ça ne veut pas dire désarmée tout court, aussi désarmée que possible. Et j'observe que dans les pays notamment où la délinquance avait débordé, ces techniques, disons, de désescalade avaient fonctionné. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille désarmer tous les corps de la police. C'est évidemment que face à des bandes armées, imaginez bien par exemple quand il y a des affrontements avec des armes, c'est pas les gardiens de la paix en première instance qu'on envoie. Ce sont des services particuliers. Il faut remettre juste un peu de l'ordre dans tout ça. C'est tout ce que nous demandons. On se retrouve avec Adrien Quatennens. Les insoumis peuvent-ils rassembler les indécis? Et Adrien Quatennens, député du Nord et coordinateur de la France Insoumise, Yohann Usaï. Oui, dans le contexte, on va quand même essayer de se projeter un peu en 2022. À gauche, c'est un peu on prend les mêmes et on recommence. Tout le monde appelle à l'unité de la gauche. Mais le problème, c'est qu'évidemment, chaque chef de parti veut que l'unité se fasse derrière lui. Jean-Luc Mélenchon est dans cette logique-là. Est-ce que vous trouvez qu'il s'y prend bien en ce moment pour rassembler la gauche? D'abord, il faut savoir quel est l'objectif. Nous pensons que l'unité n'est pas un programme en soi. C'est-à-dire, y compris si on se retrouvait dans une salle pour dire quoi qu'il arrive, il faut qu'on en sorte rassemblés, il n'est pas sûr que le programme que nous aurions à défendre en sortant soit hyper enthousiasmant, cohérent et avec une capacité propulsive pour y compris lever les masses. Non, ce que je vois d'abord et avant tout, si on peut éviter des divisions inutiles, évidemment. Nous, la ligne est claire, c'est pas de division artificielle et pas d'union superficielle. Ça veut dire qu'il faut précisément s'accorder sur le fond. Parce que le principal défi, il va être le suivant, ça va être de mobiliser notamment l'électorat abstentionniste. Nous le savons, nous le voyons bien, certains s'accommodent de l'abstention.
Pourquoi croyez-vous que le gouvernement ne mène pas, alors que nous cessons de lui demander, les politiques ambitieuses pour inscrire les gens sur les listes électorales, faire savoir qu'il y a des scrutins? C'est que l'abstention est marquée sociologiquement. Oui, mais la on le question, sait. pense Jean-Luc J'y viens, Mélenchon. ouais, mais j'y viens, c'est lié. L'abstention, c'est d'abord les jeunes, c'est les ouvriers, les employés, c'est les milieux populaires. Et je suis persuadé que si ces gens-là se mobilisent et intériorisent le fait que le rendez-vous de 2022 permet de régler beaucoup de leurs problèmes et de vraiment renverser la table, alors il y a effectivement un point de passage pour nous. Alors vous posez la question du profil. Outre le fait que les sondages semblent vérifier que Jean-Luc Mélenchon est le mieux placé pour accomplir cette tâche, quelles que soient les configurations d'ailleurs, que ce soit dans un cadre où d'autres partis viendraient à le soutenir, ou que ce soit dans quelque chose qui soit plus hors cadre de parti. Et moi, c'est ma conviction. Je crois que... et si j'étais convaincu d'autre chose, je vous le dirais. Il n'y a personne qui me fait de texte ou de commande ou ne me demande de venir vous dire des choses. Je suis intimement convaincu que Jean-Luc Mélenchon est le bon profil pour cette élection, pour plusieurs raisons. Il avait dit d'ailleurs qu'il donnerait sa réponse, sa décision en octobre. On est déjà le 1er novembre. Ça vient. Écoutez, les consultations sont en train de se Ça vient terminer. quand ? Bientôt. La décision est en train de se prendre et le moment venu, quand il le décidera, parce que c'est une C'est qu'il décision a un qui est- doute, s'il hésite, s'il retarde Non, cette je décision. pense c'est qu'il que- doute. je Donc pense vous que c'est- réfléchissez, mais tout le monde sait que ça va être lui autour de vous, quoi. En tout cas, il semble se dégager parmi ceux qui ont été consultés, de ce que j'en sais, un assez large consensus sur le fait qu'il est bon profil. donc y a Mais pas de je secret. ne me contente pas de le dire, je le motive. Je crois que compte tenu de l'expérience qui est la sienne, de la cohérence idéologique dans la durée, de la stabilité des mots d'ordre qu'il propose à l'heure où tout le monde propose sans cesse de tout réinventer pour mieux faire oublier des décisions passées. Les équipes qu'il a su constituer et que nous avons su constituer autour de lui, je vous demande quand même de le voir. Quel responsable politique de sa génération a fait émerger tant de nouveaux personnages qui sont apparus jusque sur vos plateaux? Lui en est un. Et nous avons effectivement non seulement les propositions, le programme, propos est pas de mais faire les émerger équipes prêtes à des gouverner. profils médiatiques aussi talentueux soit-il, hein, Monsieur Quatennens, c'est aussi de Je parle pas que rassembler de ça. 22 millions d'électeurs au Bien second sûr. tour. Vous pensez qu'un jour, Écoutez, votre famille politique et vous-même peuvent oui, rassembler je le 22 crois, millions je le crois. d'électeurs? C'est l'avenir en commun. C'est 7 millions de voix à la dernière élection présidentielle. Et oui, je le crois. Je crois qu'en 2022, si vous regardez un peu ce qui se dessine dans le paysage, il faudra quelqu'un qui dit clairement que nos institutions sont à bout de souffle et qu'il faut en passer à une 6e République par une assemblée constituante. Je crois que tout le monde a vu que l'extension de la pauvreté est incroyable dans ce pays. D'ailleurs, je demande que le gouvernement agisse dans la situation de confinement qu'on connaît face à la pauvreté qui atteint des records jamais atteints depuis la Seconde Guerre mondiale. Qu'attend-il pour proposer, par exemple, la suspension des loyers, l'extension de la gratuité sur un certain nombre de domaines, par exemple le premier mètre cube d'eau? Il va falloir partager les richesses et, sans plus tarder, engager la bifurcation écologique. Demandez un peu aux participants de la Convention citoyenne pour le climat ce qu'ils pensent de l'action écologique d'Emmanuel Macron depuis ses opérations Justement, de communication. Cécile Tout ça, Cornudet. il faudra le faire en 2022. Ce rendez-vous n'est pas On manquable. poursuit. En Cécile même temps, Cornudet. sur les grandes thématiques, on voit bien ce qu'il a préempté, notamment sur l'écologie. Eh bien, il est un peu dépassé par l'actualité. Là, aujourd'hui, on est plus sur le sanitaire, le terrorisme, la sécurité. On parle de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il ne faut pas bouger Mais sur ces Cécile sujets? Cornudet, je pense que vous avez vu Jean-Luc Mélenchon systématiquement, dans tous les grands moments de choc qu'a subi notre pays. Je pense aux attentats. Je me souviens de ses propos dans l'hémicycle au moment de la mort d'Arnaud Beltrame. Les obsèques de Charb, à chaque fois, dans tous les grands moments de tumulte du pays, vous avez vu en Jean-Luc Mélenchon une figure stable et sûre qui n'hésitait pas à dire ce qu'il fallait dire et à le dire correctement. Donc je crois que tout ça plaît dans sa faveur. Est-ce que, par exemple, vous pouvez bouger sur les questions d'immigration? On voit que le terroriste de Nice venait juste d'arriver Alors, en Cécile France Cornudet, via Lampedusa. Pour répondre à votre Est-ce qu'il question, faut je vais plus vous de en... Elle termine sa question. Oui, Non, c'est mais- important. Elle termine sa Mais question. bouger sur les questions d'immigration. Mhm. Alors, votre question, ça veut dire, est-ce qu'on changerait de doctrine? Est-ce que vous connaissez notre doctrine en matière d'immigration? Vous pouvez me la définir? Dites-nous. Ça veut dire quoi? Non, mais ça veut dire quoi, C'est bouger sur une l'immigration? doctrine d'accueil. Alors bon, ce que nous disons est aussi clair, et vous me donnez l'occasion de la clarification. La majorité des gens aspirent à quoi? À vivre et travailler au pays. Ça mérite d'être clair. La première des choses à laquelle il faut penser, c'est comment on fait pour que les gens ne soient pas poussés à sortir de chez eux. Parce que si vous vous figurez que l'immigration, c'est comme une agence de tourisme et que des gens choisissent depuis leur pays d'origine où est-ce qu'ils vont partir en vacances, Là, la c'est un question peu loin de, du c'est un peu loin de la Tunisien, La réalité. question est Peut-être- complète. plutôt de venir en France pour commettre un acte terroriste. Aujourd'hui, grosso modo, les mouvements de population dans le monde, c'est de l'ordre de 67 millions de personnes. Mais Cécile Cornudet, je vous demande d'entendre que face par exemple à la question du changement climatique, qui va nous percuter de plein fouet, d'ici quelques années, pas beaucoup, quelques décennies tout au plus, ce sont des centaines de millions de personnes qui non pas vont choisir de quitter leur pays, vont pas choisir,
Ils vont pas avoir d'autre choix Oui, mais que de le non, faire. non, Donc, soyons j'entends, clairs. Adrien Eh bien, Quatennens. je vous Tout à l'heure, réponds. vous parliez Donc- d'être très ciblé et Oui. très précis pour Eh ben, lutter contre le alors, terrorisme. soyons Là, très précis. Est-ce que quelqu'un qui Parce que vous qui faites un lien transite par direct entre Lampedusa, l'immigration et pas le du terrorisme. tout. On pense que c'est un risque possible. Oui, D'ailleurs, bien sûr. En l'occurrence, le terroriste de Nice. le terroriste Oui. tunisien, est il un- était. Oui, Non oui, illégal. oui, bien sûr. Mais Donc- est-ce à dire que toute l'immigration poserait ce problème? Savez-vous, par exemple, dans vos ancêtres, il y a au moins sans doute 4 personnes d'origine. Non, mais là, c'est pas- c'est pas la terroriste qui est question. venu, Ok, qui est ok. passé par la Là, on vous frontière demande une question italienne. de réalisme politique. Est-ce que Vous vous êtes en bloquez- situation, vous vous êtes aux bloquez affaires, les qu'est-ce que vous frontières faites? C'est quoi votre question précise? Je dis, ce terroriste qui est Ouais. passé visiblement, puisqu'il y a une faille, il n'a Qu'aurait-il pas fallu faire été contrôlé Oui. à la frontière. Selon vous, est-ce qu'il faut renforcer les contrôles à la frontière ou est-ce que vous dites non, laissons-les rentrer malgré tout? Mais on peut renforcer les contrôles à la frontière, mais la doctrine politique est claire. D'abord, il faut en finir avec les logiques de Dublin, parce que ça fonctionne pas. C'est-à-dire, en gros, cette idée que le premier pays sur lequel vous arrivez est le pays qui s'occupe de toutes vos démarches Il n'a administratives. pas demandé de démarche. Il faut répartir l'effort entre tous. Écoutez, je pense que je peux difficilement être plus clair que ça. Il y a d'abord une chose, quand des gens se présentent en situation de détresse sur notre sol, il faut avoir une politique humaine. Pour autant, il faut dire une chose, c'est que d'abord, les gens partent pour des raisons et on ne parle jamais dans le débat politique de ces raisons. Quelles sont les grandes raisons des mouvements de population? Il y a les guerres, et y compris d'ailleurs, on pourra interroger certaines alliances D'où le droit internationales. d'asile. On se Je pose la termine. question en Attendez, France, attendez. je suis Il y a la désolé. question La du preuve, il y a le changement droit d'asile. climatique qui Non, est non. une cause de future migration Non, on peut pas conséquente. revenir Et là-dessus. les accords les accords commerciaux Et des terroristes inégaux. en profitent visiblement Adrien pour se Quatennens. mêler à ce flux de Question Eh de bien, dans réalisme ce cas-là, politique. effectivement, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, du renseignement et un filtrage, en tout cas un ciblage le plus précis, là où il y a des gens qui seraient suspectés Alors. de quelque chose. Mais ça ne change pas en profondeur la doctrine en matière d'immigration. Très franchement, ceux qui vous racontent qu'on va pouvoir mettre des barbelés aux frontières, et bon courage quand, face au changement climatique, il va y avoir des mouvements de population incroyables. Et d'ailleurs, vous et moi, si nous étions en situation de ne plus pouvoir vivre, de ne plus pouvoir travailler dans notre pays d'origine, si l'air était devenu irrespirable, si l'eau montait et que l'endroit où vous vivez avec vos enfants n'est plus vivable, bah vous feriez comme tout le monde. Vous aussi, peut-être qu'au Adrien péril de votre Quatennens. vie, comme certains qui meurent chaque Adrien année dans Quatennens. la mer, vous traverseriez certaines Le frontières. propos n'est pas incompatible avec le fait d'avoir aussi des décisions Non, je de suis réalisme d'accord. politique. Une question, parce qu'on Et je crois termine que ce que je l'émission. vous dis, c'est pour le coup très concret et c'est de la réelle politique. Une hein. question rapidement, parce qu'on termine l'élection. Nous sommes à la veille de l'élection américaine. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, on est à la veille de la défaite de Donald Trump? Écoutez, les sondages et les commentaires le disent. Après, on verra, on va vérifier tout ça. Moi, je regarde ça en observateur. Qu'est-ce que Vous vous savez, espérez moi, pas grand-chose. Vous savez, moi, le candidat que je soutenais, il a été battu à la primaire démocrate, c'était Bernie Sanders. Donc voilà, j'attends pas de bouleversements fondamentaux sur la politique internationale et économique. Merci, c'était le grand rendez-vous d'Adrien Quatennens. Merci À de dimanche. m'avoir invité.